Merci. Je voudrais dire un mot du thème de l'auto-anéantissement, qui est développé pour les juifs, mais qui peut aussi se développer à propos de la philosophie. D'abord, à propos de la mise en accusation des victimes. Vous savez que pour charger les victimes et exonérer les bourreaux, le thème de l'auto-extermination a souvent été suggéré. Hitler aurait eu une grand-mère juive, Mein Kampf aurait été inspiré par un rabbin, c'est la thèse de George Steiner dans un roman dont je vous déconseille la lecture. Et bref, seuls les juifs peuvent se trouver assez malfaisants pour concevoir un génocide. Mais la mise en scène de l'auto-extermination trouve une justification et un fondement philosophique chez Heidegger, notamment dans le tome 97 des cahiers, où se trouvent les cahiers, des cahiers noirs. D'une part, et ça avait été discerné depuis longtemps, il conçoit un négationnisme ontologique tel que les juifs qui sont de purs étangs restent sans rapport à l'être. Et donc, n'existant pas, ils n'ont même pas à être exterminés puisqu'ils n'ont jamais existé. Alors, l'être, dit-il par ailleurs, est un mot couvert pour Vaterland. Et donc, étant déracinés et sans patrie, ils n'existent pas. Et ils ne peuvent être mis à mort parce qu'ils n'ont jamais vécu. Et d'ailleurs, 4 ans après la guerre, il pose la question « meurent-ils » En commentant ce passage, Emmanuel Faye parlait de négationnisme ontologique. Et Finkielkraut, qui était avec lui dans le même débat, s'écrie « Mon Dieu !» Alors, dans les cahiers noirs, à partir de 1942, au moment même de la mise en œuvre de la solution finale, Heidegger théorise la Selbstvernichtung, l'auto-extermination, la puissance destructive de la Machenschafft, la fabrication des faiseurs, un affairement technico-plutocratique se retourne contre les faiseurs eux-mêmes et les voilà victimes non pas des nazis mais de la technique enjuivée, c'est-à-dire que c'est la faute au crématoire. Et c'est un thème qui a fait Flores, parce que l'image prégnante de l'industrialisation a fini par saturer l'imaginaire jusqu'à nos jours, causant par exemple le retard historiographique de plusieurs décennies à propos de la Shoah par balle, parce qu'elle ne correspondait pas au scénario de l'industrialisation. Quand on voit d'ailleurs les mémoires des survivants des Sonderkommando, on s'aperçoit que cette industrialisation était vraiment restée au stade de la petite manufacture. Et Heidegger insinue même que les Juifs se seraient réciproquement vendus comme esclaves pour se faire de l'argent. Il dit dans le tome 97, il y a des marchés aux esclaves où les esclaves eux-mêmes sont souvent les plus grands trafiquants. Vous voyez, la boucle est bouclée, les nazis ne sont pour rien dans toute cette affaire. Et dans la logique déconstructive reste à l'œuvre, c'est-à-dire que la lustration brouille la distinction entre les victimes et ceux qui appellent au meurtre, qui le justifient, puis le nient, et l'auto-extermination fait culminer cette indistinction catégorielle, qui est une des racines majeures de la déconstruction au niveau mondial. Alors, je me suis posé aussi la question de l'auto-destruction de la philosophie. Et donc, j'ai lu le thème, j'ai lu le volume qui recueille les actes du colloque Heidegger et les Juifs qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France il y a un an. C'est 880 pages. C'est inégal, mais certains éléments ont attiré mon attention. Le colloque s'ouvrait par une question de Finkielkraut, un exposé intitulé « Comment peut-on ne pas être heideggerien ?» et finissait par un exposé de Bernard-Henri Lévy « Comment peut-on être heideggerien ?» L'idée étant que, en fait, l'ensemble de la pensée contemporaine, c'était dans l'appel,
la pensée juive contemporaine avait une dette, était, disons, le matériau de Heidegger. Et que, donc, il y avait une dette impensée de Heidegger à l'égard de cette pensée juive où étaient indistinctement mêlés toutes sortes de gens, dont Freud, qui n'a jamais eu qu'un... Mais enfin, bon, c'était l'idée de créer un ensemble de philosophes juifs qui auraient été plus ou moins les interlocuteurs, les élèves ou les inspirateurs de Heidegger. Alors, je ne développerai pas là-dessus. Je m'interrogerai simplement sur un petit passage de la contribution à ce volume de Babette Babich quand elle dit « Dans quelques heures, nous prendrons notre déjeuner, un déjeuner où les animaux continueront à jouer pour nous le rôle joué par les Juifs. » Que signifie cette métaphore, hein? Alors, c'est un parallèle qui humanise les animaux de boucherie tout autant qu'il animalise les Juifs. Et l'extermination va se diluer dans une routine quotidienne du restaurant universitaire, alors même que la cause animale se passe fort bien de Hitler, hein, qui la défendait pourtant. Et ce propos n'a suscité aucune réserve. Alors, vous savez que dans une conférence de 1949, et ça a servi de matrice à toute une élaboration postérieure, notamment d'auteurs comme Agamben, Heidegger soutenait que, je cite, « l'industrie alimentaire motorisée est essentiellement identique à la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d'extermination ». Et cela a été, jusqu'à 2001, la seule allusion à l'extermination dans l'œuvre de Heidegger. Alors, j'ai retracé ailleurs, comme d'autres d'ailleurs, l'histoire de l'ignoble métaphore antinomiste, où on appelle l'extermination la production de cadavres. L'image prégnante, c'est celle des abattoirs mécanisés de Chicago, hein, qui avaient ému l'ensemble des belles âmes dans le début du siècle. Et cette image a été sarcastiquement reprise par un médecin SS Friedrich Entress, qui parle de production am laufenden Band, sur un tapis roulant. Et enfin par Heidegger lui-même, et bien d'autres comme Agamben, etc., qui ont fait donc de la modernité incarnée par la technique la responsable de l'extermination elle-même. Les nazis ne sont pour rien là-dedans, hein. Et reformulée par Babich à propos du repas au colloque, elle est en outre mise au goût du jour par un autre contributeur, Steinbock, qui déclare « L'industrie alimentaire s'est transformée en restauration rapide ». C'est-à-dire que dans ce colloque de philosophie, on assiste à la McDonaldisation d'Auschwitz. Vous voyez, c'est ça la destruction de la philosophie par elle-même. Enfin, ce sont des philosophes qui parlent entre eux, mais on admet ce genre de propos qui est caractéristique de la pop philosophie, enfin d'une certaine pop philosophie. J'en donnerai un autre exemple, et cette fois-ci tout à fait apparemment contradictoire, dans un recueil qui n'est plus consacré au thème de la dette impensée, mais au thème de la déconstruction du sionisme, où là, il ne s'agit plus de fraternité, mais d'hostilité. Il est ouvert par Gianni Vattimo, qui est une figure mondiale de la déconstruction, et son propos est pédagogique. Sa conférence s'intitule « Comment devenir un antisioniste ». Alors, après avoir évoqué Ahmadinejad, qui était alors Premier ministre, Vattimo déclare ceci: « Quant à l'idée de faire disparaître, entre guillemets pour disparaître, l'État d'Israël de la carte, un des thèmes ordinaires de la menace iranienne, menace entre guillemets, elle semble n'être pas complètement déraisonnable. » Voilà de la philosophie. Et il conclut sur le même mode de concession euphémique, parler d'Israël comme d'un
péché impardonnable, n'est donc pas si excessif. Et avec cette catégorie de théologie politique, qu'est-ce que c'est qu'un péché ? On retrouve le thème des juifs damnés, voire sataniques, qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, il y a un petit passage où Vatimo ensuite cite un psaume, Cum reduceret dominus captivos Sion, comme un chant célébrant une victoire militaire. Il faudrait une petite explication de texte pour montrer que c'est une lecture complètement hallucinée. Et il voit dans les psaumes contre les Babyloniens, il voit dans ce psaume un appel au meurtre des nouveau-nés. C'est une accusation tout à fait traditionnelle qu'on trouve dans le protocole des sages de Sion, etc. Et ce n'est qu'un cache, évidemment, par ces thèmes de l'antisémitisme le plus mythique et traditionnel. Et voici que Vatimo assimile les critiques de Heidegger à des sionistes chasseurs de nazis. Les travaux des gens comme Faye rappellent le sionisme par leur signification substantiellement vindicative. Alors, comprenons que les sionistes sont les agresseurs et les nazis sont les victimes. Chasseurs de nazis, c'est déjà l'argument du maître Heidegger, qui comparait l'Allemagne d'après-guerre à un unique camp de concentration. Évidemment, les gardiens sont américano, judéo, etc. Et alors, Vatimo mobilise ensuite les juifs de service habituels dans ce langage. Chaque fois que, dans ce type de texte, chaque fois qu'une énormité antisémite est manifestée, on convoque immédiatement une foule de disciples ou non-juifs autour de Heidegger. Ça fait partie du contrepoint. Mobilisant les juifs de service, donc Kafka, Rosenzweig, Benjamin et Bloch, Vatimo se donne à ce moment-là le beau rôle. Je cite, « Je ne veux certainement pas leur faire, à ces gens comme Faye, ce que les chasseurs de nazis sionistes ont fait à Heidegger quand ils ont pensé le liquider, c'est le terme, parce qu'il s'était rangé aux côtés de Hitler. » Et alors, on peut très bien comprendre pourquoi dans ce texte, Ahmadinejad, qui a été plus féru Ahmadinejad lui-même appartient à une école heideggerienne, je reviendrai là-dessus. Il a été formé par l'école de Ahmad Fardid, qu'on appelait les Heideggeriens. Que vient faire Faye dans une profession de foi antisioniste, alors même que cet auteur n'a jamais pris de position publique sur ces questions. Or, Vatimo garde le silence sur l'heideggerisme officieux en Iran, sachant qu'à partir de Heidegger, Fardid et ses élèves, depuis assez longtemps, ont élaboré une triple justification politique de la théocratie iranienne. Premièrement, en élaborant un antisémitisme qui n'était pas de tradition en Iran. Deuxièmement, en assimilant le Zayn heideggerien au Mahdi, l'imam caché. Le Zayn est caché, mais... Et troisièmement, en transposant la théorie de la Führung en Valayat Ifaki, c'est-à-dire le gouvernement par le docte. En premier lieu, l'ayatollah Khomeini, chef suprême des gardiens que commandait Ahmadinejad. Alors, Vatimo n'est pas sectaire, puisqu'il donne aussi la part belle aux djihadistes sunnites. Dès 2005, il comparait au maquisard de la résistance, je cite, Al-Zarqawi, alors leader d'Al-Qaïda en Irak, noyau fondateur de Daesh. Donc, le courant apologétique antisioniste mené par Vatimo enrôle dans sa cause des figures majeures de la déconstruction, comme Zizek, qui explique lui aussi que les seuls véritables antisémites sont les sionistes, et Judith Butler, qui est bien connue dans l'univers de la déconstruction. Alors, que devient dans cette affaire la dette impensée de Heidegger à l'égard du judaïsme ? Vous voyez, les apologistes suivent des voies contradictoires et ils ne sont pas sans impact. Je rappelle que Zizek a un blog sur Al Jazeera où il explique que
il fait partie des collaborateurs des constructionnistes, ou bien dans un hommage à Derrida, Zabala, qui est lui aussi un collaborateur de Vatimo et qui écrit sur Al Jazeera, dans son hommage à Derrida, il met en garde contre ceux qui, je cite, croient encore à des idées nostalgiques et dangereuses comme l'objectivité, la réalité, la vérité, les valeurs comme précondition de la démocratie. Car il s'agit de la, je cite, la recherche d'affirmation fanatique et absolue. Alors, il est évident que la mise en garde contre la démocratie, ça passe très bien. Il a d'ailleurs, Zabala a d'ailleurs publié sur Al Jazeera un compte-rendu positif de cet ouvrage auquel il avait collaboré. Bien. Alors, bon, c'est vrai que les frères musulmans aiment aussi bien Heidegger. Enfin, le frère Tariq Ramadan le cite de temps en temps pour critiquer la rationalité qu'il juge évidemment fortement occidentale, sinon enjuivée. Alors, la question qui va se poser, c'est donc, après l'extermination, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aussi détruire ce qui reste de la culture, et notamment de la culture juive. L'extermination physique n'est qu'une étape. Quand Heidegger mobilise l'être en agitant une sorte de messianisme apocalyptique, « Seul un Dieu peut nous sauver », c'est le titre de l'entretien dont il ménagea la publication posthume pour en faire une sorte de testament public, de quel Dieu s'agit-il ? Dans le colloque Heidegger et les Juifs, Yann Moix, qui est bien connu pour être le bras droit de BHL, et qui figurait dans ce colloque Heidegger et les Juifs, il est par ailleurs animateur télé, écrit « Heidegger est un poète quand la poésie est pour l'homme l'équivalent de la parole de Dieu sur le Sinaï, une parole qui crée le monde. » Ça veut dire que dans cette nouvelle version de la Genèse, Heidegger prend la place de l'Éternel, et moi, celle de Moïse. À une réserve cependant, je cite, c'est toujours dans la règle du jeu, « Moïse incarne l'idolâtrie en ceci qu'il se laisse saisir grotesquement. » Vous voyez, la caricature est déjà là. Et son idolâtrie face au verbe. Et ce verbe, c'est évidemment le décalogue. Et donc, la révélation mosaïque étant frappée d'idolâtrie et Moïse caricaturé, le décalogue va être tout simplement anéanti. C'est cette version de la Genèse n'est pas seulement kitsch, elle reformule le vœu fondamental d'en finir avec le décalogue. Hitler déclarait déjà que le parti nazi, je cite, mène une grande bataille pour délivrer l'humanité de la malédiction du mont Sinaï. Vous voyez, c'est pas simplement exterminer les Juifs, ça va beaucoup plus loin. Hitler poursuit, les tables du Sinaï sont périmées. Et il tonne avec les mêmes termes que moi, contre la prétendue morale érigée en idole. Vous voyez le crime d'idolâtrie qui réapparaît. Alors, pour retourner la tradition judaïque contre les Juifs, c'est donc une sorte d'antisémitisme culturel qui s'élabore. Par exemple, Vatimo, dans le recueil que j'ai cité tout à l'heure, conclut par un persiflage que voici, je cite, « La précieuse richesse et la profondeur de la tradition juive est tellement putride, un air suffocant dont il faut se libérer pour éviter de verser du sang pour la tombe de Rachel. » C'est-à-dire, il reverse ainsi à la tradition judaïque un attribut immémorial de la propagande antisémite, la puanteur qui décèle la connivence des Juifs avec le monde infernal. Partout, le juif médiéval, le juif satanique, est enveloppé de vapeur méphitique. Et la déconstruction, telle que l'entendent les auteurs du collectif dont j'ai parlé, déconstructionnisme, doit donc aussi éradiquer le judaïsme pour parachever l'auto-anéantissement qu'appelle Heidegger. Alors, par rapport à un
projet de destruction qui dépasse les juifs et le judaïsme, débattre d'antisémitisme reste un petit peu superficiel, parce que dans la logique complotiste de Heidegger, il y a une phobie singulière qui généralise le combat non seulement aux juifs, mais à tout ce qui, de près ou de loin, les rappelle à ses yeux, c'est-à-dire le bolchevisme, l'américanisme, le capital, mais aussi la technique, les sciences, la rationalité, la quantification, l'efficience, la modernité, voire la philosophie. C'est des raffinements talmudiques. La latinité, bien entendu, alors que Rosenberg était conciliant et disait « mais Dante, c'est un grand poète, il était guelfe ». Évidemment, jamais Heidegger ne cite le moindre auteur latin ou italien. Il se plaignait même que des mots comme propaganda, si nécessaire, ou race, soient de racines latines. Et il fallait donc faire une Reinigung supplémentaire de la langue allemande. Alors, la question, ça va être comment en finir avec la culture. Vous savez que c'est bien la culture qui est en jeu, ce n'est pas simplement le judaïsme. Heidegger loue les anciens Grecs d'être sans culture. Il dit le seul peuple qui n'avait pas de culture, entre guillemets, parce qu'il se tenait encore dans l'être, et la culture est contraire à l'être, et n'en avait pas besoin, ce sont les Grecs du VIe siècle. Oui, parce qu'il n'était pas encore question de démocratie en Grèce. Pourquoi le VIe ? Parce que quand même plus sympa du point de vue fanatique que le Ve. Mais à présent, tout dégouline de culture, entre guillemets. Alors, plusieurs raisons justifient l'horreur du maître. La politique culturelle, fléau mondial, c'est son terme, est une invention française. C'est l'instrument historico-technique, je cite, de l'esprit moderne romano-romain, non allemand jusqu'au tréfonds. Alors ça, c'était à l'époque des accords culturels avec l'Italie fasciste, qui le faisait bondir. La politique culturelle est publique et donc le moyen de la fameuse propagande dont il ne veut pas, puisque lui, il est dans un autre registre. Et pire encore, elle est mondiale, donc cosmopolite. Je cite, les esclaves du délaissement de l'être et de l'étant sont les, entre guillemets, maîtres et les initiateurs de la nouvelle culture mondiale. Alors là, il y a une rafale de guillemets. Inouï jusqu'ici. Et troisième point, la culture est une machination du sujet, le subjectum, qui est lui l'antithèse du Dasein. Le subjectum, c'est le sujet philosophique classique. Je cite toujours Heidegger, la culture de la culture correspond au règne du subjectum recroquevillé sur lui-même. Alors, subjectum est évidemment entre guillemets, parce que c'est un mot latin, et puis il est infecté de cartésianisme, bien sûr. Autant dire que la culture, enfin, présuppose l'humanisation de l'homme, affreux, je cite, là où le nazisme appelle au fanatisme. Fanatisme est toujours positivement évalué. Et enfin, autant dire, vous avez déjà compris, que la culture est un instrument des Juifs, je cite, s'approprier la culture, entre guillemets, comme instrument de pouvoir, sans prévaloir et se donner pour supérieur, c'est fondamentalement un comportement juif, souligné. Quelles en sont les conséquences pour la politique culturelle en tant que telle ? Alors, ça concerne aussi, bizarrement, ce programme est d'ailleurs mis en œuvre par Heidegger lui-même, puisqu'il fait le vide autour de sa pensée. Il élimine les sciences, les techniques, les langues, les civilisations étrangères, tous les penseurs et artistes juifs ou halogènes, pour ne retenir que quelques auteurs iconiques, Héraclite, Hölderlin, et quelques phrases, voire quelques mots, exploités d'ailleurs au mépris de toute exigence philologique. Et ces décisions éradicatrices, même étendues sur 102 tomes, sont présentées comme des marques d'exigence supérieure, et l'ennemi juré de la culture devient pour le monde entier la référence privilégiée des milieux culturels.
Si vous allez en architecture, on parle de Heidegger. J'étais dans une conférence mondiale du web sémantique. Les trois quarts des communications philosophie du web étaient sur Heidegger, bien sûr, etc. Alors, il ne s'agit pas que de la culture judaïque. Hein. Quand Derrida évoque la, je cite, colonialité essentielle de la culture, et qui sont les colons, il entend bien conduire contre elle une lutte postcoloniale conséquente. Et on comprend mieux pourquoi pour Derrida, l'inculture radicale soit une chance paradoxale. Je cite, chance paradoxale. Pourquoi ? Parce que cela évite la menace de, je cite, cette pulsion coloniale qui aura commencé à s'insinuer, ne tardant jamais à l'envahir dans ce qu'ils appellent d'une expression usée à rendre l'âme, le rapport à l'autre, ou l'ouverture à l'autre, entre guillemets, bien sûr. Et il dresse alors une liste des méfaits secondaires de cette pulsion coloniale, en énumérant les missions religieuses, les bonnes œuvres philanthropiques ou humanitaires, les conquêtes de marché, les expéditions militaires, ou les génocides. Et en somme, dans la version postcoloniale, la déconstruction reste d'autant plus compatible avec l'antisémitisme qu'Israël est souvent présenté comme une colonie occidentale, anglaise, puis américaine. La version postcoloniale de l'affaire s'étend donc des Juifs jusqu'à l'ensemble de la race blanche. C'est ce que disait d'ailleurs, c'est qu'écrivait en 1967 Susan Sontag, figure historique des Cultural Studies, la race blanche est le cancer de l'histoire humaine. Elle reprenait à ce moment-là la phraséologie des suprématistes, elle était du côté des suprématistes noirs, elle reprenait la phraséologie des suprématistes blancs qui avait répandu l'idée que la colonisation était essentiellement le fait des Juifs. Pourquoi ? Parce que les Juifs, les suprématistes blancs américains, les Juifs américains avaient importé des nègres aux États-Unis pour abattardir la race blanche. Alors, on a simplement inversé, on a gardé la chose, et c'est pour ça que Dieudonné vient vous dire nous avons été réduits en esclavage par les Juifs. Ce qui, historiquement, n'a aucune base. Mais des gens comme Ouria Boutelja, par exemple, des indigènes de la République, ont parfaitement intégré ce type de référence postcoloniale. Le discours postcolonial, dans son ensemble, baigne dans cette tradition d'accusation générale de l'Occident, de la rationalité, etc., avec, évidemment, une coloration alors disons antisioniste pour rester courtois, mais on a vu quel était le contenu de cet antisionisme-là. Là, c'est vraiment, disons, une direction de travail, mais je pense que ces liens, sachant que la plupart des ténors des études postcoloniales ont été des traducteurs de Derrida, de Heidegger, etc., il y a une filiation évidente qui mérite une analyse parce que dans le domaine des études de la culture, au niveau international, un peu moins en France, mais au niveau international, c'est véritablement l'opinion dominante. Et vous avez des étudiants qui viennent spontanément vous voir en vous disant « on va faire un mémoire sur Daesh et les brigades internationales » pour dire que c'est la même chose. Vous voyez, c'est complètement banalisé. Complètement banalisé. Voilà. Merci de votre attention.